Messieurs, bonsoir et bienvenue à Populi sur AFSI Télévision, votre émission qui vous traite beaucoup de thématiques. Et en cela, dans ces mois de la femme, on parle des grands sujets, puis des gender. On reçoit Marie-Eunice Mbala Mujinga, qui se trouve être parmi les femmes courageuses de la République démocratique du Congo. Et nous suivons même dans cette émission quelques témoignages par rapport à elle. Il y a une clé de réussite pour qu'elle arrive là où elle est aujourd'hui. Alors, nous avons traité cette grande thématique dans les domaines des gender, que les autres appellent avec facilité parité, mais je préfère plus tirer ça des l'anglicisme, ça fait du bien de façon à entrer dans les détails. Vous êtes les bienvenus dans cette émission, chers téléspectateurs. Madame Eunice Mbala, Marie-Eunice Mbala Rose Mujinga, bonsoir. Bonsoir, M. Clément. Je suis content de vous avoir sur ces plateaux des Populi à la télévision AFSI, une télévision d'ailleurs à laquelle vous êtes déjà venu dans d'autres tranches, tout ça. Alors, la santé, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Je suis aussi très heureuse de me retrouver encore ici. Et cette fois-ci avec vous, c'est un plaisir. Alors, puis des gender en République démocratique du Congo. D'abord, je rappelle que vous avez eu cette opportunité d'étudier en Inde, où vous avez pu comparer des comportements et comment évolue la société de l'autre côté, au sens du développement par rapport à notre pays. Qu'est-ce qui avait fait que vous rentriez ici? Vous avez préféré rentrer ici au lieu de rester là-bas et d'évoluer autrement? Merci pour la question. Si j'ai suggéré de pouvoir retourner au Congo, c'était avec raison. Parce que je me disais que je ne peux pas rester là-bas. D'abord, de un, ma famille n'était pas avec moi. Et puis, de deux, je ne pouvais pas investir à l'extérieur de mon pays. Alors, je me suis dit que carrément, il faut que je rentre. Et même, je commençais déjà à planifier un projet. Juste dans ma dernière année, je commençais à faire ma petite épargne. Je pense que c'est comme ça qu'on dit ma petite épargne. Pour que dès que j'arrive ici, que je puisse faire quelque chose pour le développement de notre pays. Juste un rappel aussi pour qu'on puisse prendre une bonne relance. À un moment donné, Pan, Marie-Eunice tombe sérieusement malade. Ça vous a porté presque. Et vous vous retrouvez en Inde, une des raisons pour des soins médicaux. Et Dieu, puisque tu es croyante, tu es chrétienne, j'ai été découverte, tu es vraiment chrétienne, Dieu a fait que, miraculeusement, puisque les médecins ont témoigné aussi, même les médecins indiens, que Marie-Eunice Mbala soit guérie. Alors, grosso modo, pourrais-tu nous rappeler ce qui s'est réellement passé de la maladie à la guérison, juste sommairement, de façon à ce que ceux qui n'ont jamais eu à écouter ces grands témoignages, qu'ils écoutent. Ok. Je dois dire, je vais faire un petit résumé. Ouais. En fait, en 2010, j'étais au Congo, j'étais en 5e des humanités, je faisais la biochimie. Lorsqu'on a eu le congé de Noël, il y a ma petite sœur, elle a été atteinte de la varicelle. Elle n'avait que 8 ans à l'époque. Et moi, j'avais 15 ans. J'avais 14 ans d'ailleurs. J'avais totalisé 15 ans. Nous sommes rentrés à la maison pour le congé et tout. Et je prenais soin d'eux et j'ai fini par être contaminée de la varicelle parce que je n'en avais jamais souffert. J'ai commencé à suivre le traitement
Et en suivant les traitements, le dernier jour de mon traitement, donc le 3e jour, il y a eu complication. Cette nuit-là, lorsqu'on m'a perfusé, j'ai dû convulser, il y a eu beaucoup de choses et tout. Et ça m'a conduit même dans un coma profond. Les médecins ont essayé de faire quelque chose, mais ça n'allait pas. Il n'y avait pas de résultats, il n'y avait rien. Et ils ont fini par appeler mon père à la maison, pour qu'il vienne. Il est venu, il a amené avec lui quelques frères intercesseurs pour prier, pour que la situation puisse se calmer. Non, ça n'aboutit toujours pas. Alors, de là, du coup, je suis entrée dans un coma profond. Et le médecin demandait qu'on puisse me transférer pour Kinshasa, comme mon père aussi à la Kin, pour une mission de service. Il m'a amené avec lui. Et lorsque je suis arrivée ici, on m'a directement conduit à l'hôpital. Il y avait une ambulance qui m'attendait. Il m'a conduit à l'hôpital. Et dans cet hôpital, mon cas ne changeait pas. Je fais un mois là-bas. Et de là, ils ont demandé qu'on me sorte à l'extérieur. Alors, on a pu m'envoyer en Afrique du Sud. Là-bas, je fais encore un mois. Donc, à Kin, je fais un mois et demi. Là-bas, je fais aussi un mois et demi. Toujours dans les comas. Et les 2 dernières semaines de ces 3 mois, les 2 dernières semaines, je suis entrée dans un coma. Je suis entrée dans une phase, dans une phase qui était complètement très critique, où j'ai eu à partir complètement. J'ai commencé à décomposer. Donc il n'y avait pas moyen de quoi. Le vêtement collait même sur ma peau. Si on mettait un habit, ça collait sur ma peau. Alors on m'avait enlevé tout l'habit, ils m'ont mis des draps pour éviter un peu cela. Et en plus, personne n'entrait dans ma chambre, même ma mère. Parce que je dégageais une odeur nauséabonde qui était très contagieuse plutôt. Qui n'était pas bon. Alors, le médecin jugeait bon qu'on puisse m'épargner. L'autre médecin disait d'ailleurs que pourquoi est-ce qu'on devait me garder, parce que c'était déjà fini pour moi. Mais une chose très importante qu'on a eu à tirer comme leçon était que l'homme peut proposer, mais quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, c'est là peut tout changer. Alors, après, vous êtes allé en Inde? Non, je ne suis pas allée en Inde directement. Lorsque je suis sortie du coma, après les 2 semaines, ma situation s'est complètement rétablie. Sans aucun effort, sans aucun traitement supplémentaire que le médecin m'avait donné. Je me suis juste rétablie comme ça, juste par de prières. On a prié de partout. Et je me suis juste rétablie comme ça. Et on m'a transféré à un autre hôpital pour faire de la kiné. Mais j'étais toujours dans les comas. Ma tension, tout de moi était normale. Et tout. Mais sauf que j'étais dans le coma. Parce que je passais là-bas, pour commencer avec la kiné, ces gens-là ont dit que non, mais on ne peut pas traiter une personne comme ça. Parce que déjà la personne est partie. Parce que, comme je dis, j'ai décomposé. Donc, il y avait d'autres parties de mon corps qui n'étaient plus bons. Qui n'étaient plus bons. Vraiment, ça sentait très mauvais. Et on pouvait voir déjà les décompositions. C'était un stade très avancé quand d'autres parties de ton corps étaient plus bonnes à supporter la charge au niveau de l'organisme. Voilà. Et ces infirmières-là disaient que non, c'est plus possible qu'on puisse traiter une personne pareille. Parce qu'elle n'est plus de ce monde, c'est perdre notre temps. Et pourtant, il s'est trompé. Et juste après quelques jours, je me suis juste réveillée. J'ai appelé ma mère. Ma mère aussi, elle aussi ne s'attendait pas que je puisse l'appeler. Elle était très stupéfaite. Tout le monde était découragé déjà. Elle était très stupéfaite.
elle n'était pas découragée, mais vous voyez, il y a une partie de la chair. Même si tu n'as pas besoin de croire, rien qu'en voyant des choses... ces symptômes-là, ouais, ça fait peur. Des choses contrairement à ce que Dieu te dit, automatiquement, il y a un doute qui vient s'installer. C'est comme un doute méthodique, en fait, qui vient s'installer. Mais tu as foi en Dieu et tout. Tu espères en Dieu, mais quand tu vois la situation, là, tu dis, ah, en tout cas, la situation, oh, vraiment, mais, intérieurement, dans ta chair, tu te dis déjà que c'est fini. Ah, c'est fini. Tu ne crois même plus. Ça nous arrive même dans la vie. Nous passons des moments difficiles, des situations difficiles. Et en ce moment-là, tu es désarmé. Ouais. Hein? En ce moment, tu te dis que c'est fini, en tout cas, il n'y a plus d'issue, de secours, il n'y a rien que je puisse faire. Même dans les affaires, ça ne marche pas, tu te dis que non, j'abandonne. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, j'ai parlé, les médecins ne s'attendaient pas que je puisse parler. Ils disaient que si je reviens parmi les vivants, je serai zinzin. Ce qu'on a Ningala Kizengi. Je ne pourrais plus reconnaître des choses, ni des gens, ni quoi que ce soit. Mais en fait, quand je me suis réveillée, les médecins, lorsqu'il est venu, j'ai sauté plusieurs étapes, hein, parce que je ne vais pas commencer à parler de... Je sais, on a dit qu'on est en train de résumer. Ouais, quand le médecin est venu, il m'a posé une question. Tu te rappelles où tu étais? J'ai dit oui. Toutes les questions qu'il me posait, je répondais. Et en plus, une chose encore qui lui a étonné, il me posait des questions et moi je lui répondais en anglais. Parce qu'il me posait des questions en anglais. Il a demandé à ma mère. Il a regardé ma mère d'abord. Il n'a pas demandé, il a regardé ma mère. Ma mère était stupéfaite du fait que je puisse parler l'anglais, que je puisse malayer la langue et tout. Elle regardait, elle était très étonnée. Et le médecin me demande, mais pourquoi est-ce que vous êtes étonnée? Elle dit que non, parce que je n'ai jamais entendu parler l'anglais. Elle est d'ailleurs parmi les élèves dans cette école. Elle n'aime pas la langue anglaise. Et là, quand je la vois parler anglais, ça m'étonne et tout. Elle a dit, le médecin dit, elle n'a jamais parlé l'anglais avant. Elle dit, non, elle n'a jamais parlé l'anglais. Elle dit, mais en tout cas, je ne comprends plus rien. Je ne saisis plus rien. Je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a eu un déclic qui s'est passé dans ta ouais. vie. Hein? Et là, vraiment, je ne peux que dire qu'il y a eu vraiment la main de Dieu. On a vu vraiment la main de Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire c'est quel phénomène, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qu'il a fait. C'est comme ça que moi je l'appelle, c'est un Dieu multisystème. Parce que quand il fait des choses, il le fait à sa manière. Alors le médecin a posé quelques questions. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Qu'est-ce qu'il a décidé? Vu l'évolution de ta santé, de votre santé. Les médecins suggéraient que je puisse rentrer au Congo, que je puisse continuer le traitement au Congo, pour que cela puisse m'aider à pouvoir me réadapter à la société et tout. Donc être réintégré dans la société. Et puis m'habituer encore avec ma famille, tous les gens que je connais, tout et tout. Et puis qu'après, il faudra que je puisse passer par l'opération, désolé, par l'opération. Parce que le fait d'être au coma, ça a endommagé beaucoup de choses. Et il y a maintenant des os supplémentaires qui ont pu naître dans mon corps. On ne sait pas ça venait d'où, mais ces os supplémentaires-là, il fallait qu'on les enlève pour qu'elles puissent libérer de parties jointes de mon corps. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis rentrée au Congo. Là, c'est en quelle année? C'est en 2010. Toujours en 2010. Donc, en Afrique du Sud, c'était seulement quelques mois. Oui, en Afrique du Sud, je fais 6 mois. Et je suis rentrée en 2010. Quand je suis rentrée en 2010 au Congo, j'ai commencé le traitement dans un centre de la place, mais ce n'était pas si fameux que ça. Au sens des kinés et autres. Ce n'était pas si agréable que ça. Par contre, je faisais que des rechutes et sur-rechutes. Alors, on avait dû arrêter ça après une année pour trouver un médecin privé qui pouvait suivre mon cas et tout. Et le kinésithérapeute privé, lui du moins a fait un bon travail parce qu'en l'espace de
4 mois, je me tenais au moins debout et je pouvais faire quand même quelques mouvements que je ne faisais pas. Tandis que comme si je fais une année, je n'ai rien gagné. Je n'ai rien gagné et tout. Alors, après les 4 mois, il a demandé à ce que je puisse partir pour aller étudier. Alors, au départ, déjà, moi, je restais à Mwanda. Nous restions à Mwanda. Alors, il fallait que je rentre à Mwanda. Là où vous habitiez. Oui, dans mon ancienne école pour aller étudier. Ah, c'était une souffrance. On joue aussi sur ta mémoire, hein, parce que la mémoire devait s'ouvrir, se réadapter, donc être réintégrée. Mais malgré tout ça, moi, je n'étais pas du même avis. Moi, je ne voulais pas retourner là-bas parce que aller étudier avec des enfants qui étaient en 3e. Et après une année de perte? Oui, donc presque 2 ans. Aller étudier avec ceux qui étaient en 3e, c'était vraiment difficile et tout. Je ne voulais pas accepter ça, mais mon père a insisté, il a dit que tu es obligé de rentrer dans cette école-là. Ça peut t'aider et tout et tout. J'avais pas de choix, malgré que je pleurais et tout, j'avais pas de choix. Je suis rentrée dans cette école-là et l'accueil était très chaleureuse, malgré que des petits démons ne manquent jamais. Faites allusion aux démons. Quand je dis des petits démons, donc des petits sorciers à l'école, des provocateurs, des gens qui nous mettent mal à l'aise. Et là, alors, tu es dedans, tu es dans les bains, tu retrouves des amis, des collègues, des condisciples. À dire que je retrouve des amis, c'est difficile parce que ma promotion avait déjà fini. Ma promotion était déjà en jeu 2, si je me rappelle bien. Oui, ils étaient en jeu 2. Et moi, je devrais recommencer la 5e des humanités. Donc, il n'y avait aucune de ma promotion qui était là. Sauf les enseignants. Sauf les enseignants. Donc, c'était eux. Mais comment je vais dire? Tu es proche en quelque sorte, au niveau de l'école. Oui. Alors, tu es arrivé carrément en 6e, tu as fini? Oui, je finis la 6e et puis je suis retournée à Kinshasa pour continuer un peu le traitement, mais Kinshasa a demandé que je puisse maintenant voyager. Et cette fois-là, tu voyages en Inde? Oui, pour subir les opérations. Oui, les opérations chirurgicales. Et je suis partie pour l'Inde et là, j'ai fait une suggestion à mes parents. Laquelle? Qu'à la place que je puisse seulement faire le traitement, suivre juste le traitement, il serait mieux que je puisse aussi combiner avec les études, afin que je gagne un peu de temps. Voilà. J'en ai assez perdu, que je gagne un peu de temps, et puis j'ai quand même mon diplôme. Faire d'une pierre deux coups, quoi. Voilà. Et il a accepté. J'ai étudié en même temps, et puis je me suis fait soigner en même temps. Alors, j'avais des breaks quand j'étudiais. Donc, les temps où je m'absentais à l'école, je faisais savoir mes raisons et tout. Et on me donnait une lettre pour me laisser vaquer au traitement et autres. Pour ça et tout. Donc, ces pauses-là, les breaks, comme tu as dit, étaient autorisées. Oui. Et ça s'est passé comment? On a pu intervenir de manière chirurgicale pour que tu recouvres ta santé? Oui, on a pu intervenir de manière chirurgicale. La première fois, j'ai subi tellement beaucoup d'opérations qu'on ne pouvait pas faire le tout à la fois. Alors ça devait aller mollo. On a dû commencer par la première. La première, on a fini. Je me suis inscrite à l'école. Et lorsque j'étais à l'école, la première année, je me suis un peu embrouillée avec une promotion que Là, c'était déjà le niveau supérieur, hein, l'université. Oui, l'université. Je me suis un peu embrouillée avec avec un programme que je ne maîtrisais pas bien. Et j'ai profité de ces moments de pause pour vouloir passer à la deuxième année. J'ai dû passer à l'hôpital encore une seconde fois. Et en même temps, j'ai profité à l'université pour changer le programme.
faire un programme que je voulais, où je pouvais être à l'aise et puis suivre. Là, tu as changé, tu as fait quoi? Quel programme exactement? J'ai fait le BBA. Ça veut dire quoi? Le BBA with Entrepreneurship. Donc, ça fait juste dire que j'ai fait des business administratifs avec l'entrepreneuriat. Comment devenir entrepreneur et tout. Ouais. Et tu l'es aujourd'hui, tu es entrepreneur. Yeah. Donc, la guérison est venue étape par étape. Les médecins faisaient leur travail. Et comme tu es croyante, Dieu sait faire son travail. Ouais. Je vois un document là, c'est quoi? C'est mon livre, en fait. C'est là où j'ai mentionné un peu plus sur mon témoignage. Ouais. C'est élaboré là-dedans. Je peux Oui. éplucher quelque chose peut-être. Je vois ici Nice Mbala. M, ça veut dire Marie, hein? Non, Mujinga. Voilà. Mais on t'appelle aussi Marie-Rose et tout ça. Mary, pas Marie-Rose. Marie-Rose. Alors, Juste mon témoignage. Voilà. Je pense que la caméra peut prendre ça. Hein, c'est vraiment intéressant. Alors, la guérison, si on peut vouloir clôturer par rapport à ça, c'est venu d'une manière médicale et aussi spirituelle. Si je peux comprendre quelque chose pour conclure cette page et enfin d'entrer dans le vif du sujet. Oui, la guérison, oui, Dieu est utilisé des deux côtés. Des fois, même quand Dieu nous dit quelque chose concernant peut-être une guérison, un rétablissement par rapport à une situation et tout, nous pensons que Dieu va descendre lui-même et puis va nous guérir. Oui, il peut le faire, il est Dieu. Tout dépend que de lui. Mais quand je l'appelle multisystème, donc il utilise des systèmes appropriés à lui seul. Donc par ces systèmes-là, il peut dire que non, mon enfant va passer par ici et je vais me manifester lorsque tu seras là. Alors, je suis passé entre les mains de médecins qui ont opéré, qui ont fait des interventions chirurgicales. Ouais, des interventions très compliquées. Complexes même. Ouais, très complexes. Le Seigneur s'est manifesté. Et je vois même quelque chose ici. Donc, dans ces documents, mon témoignage, je vois page 14, hein, deuxième paragraphe. J'ai dû confesser de ma bouche toute parole positive. J'entrerai et j'en ressortirai victorieuse. Les jours de l'opération, je suis entré dans la salle à 8 heures pour en ressortir à 14 heures. On m'a d'abord placé dans la salle de soins pour l'observation et mon corps n'avait pas mal réagi. Ce courage-là, des paroles positives, c'est venu comment? Quand tu en avais assez, tu as dit cette fois-ci, c'est parti, je m'abandonne à l'Éternel, c'est lui qui va faire tout. Hein? Non. C'était comment? Ces paroles sont venues, je peux dire, du moment où je devrais passer par ces opérations. Déjà, j'avais déjà un mental. Ouais. Ce mental est venu lorsque j'ai entendu mon kinésithérapeute, donc mon médecin kinésithérapeute, discuter avec mon père pour lui dire que à son niveau, il faut qu'elle passe par des interventions chirurgicales. Et ces interventions sont très délicates. Ces interventions-là, à deux cas. Ou soit on la perd, ou soit elle reste en vie. Et quand il parlait, je n'étais pas là. Parce qu'il ne voulait pas que je puisse être là. Il ne voulait pas que je puisse être là lorsqu'il parlait. Moi, j'entendais par la chambre. Et en fait, je me disais que, donc ça veut dire que, ou soit je pars pour ne plus revenir, ou soit je pars pour revenir. Et j'ai commencé à me dire que, ici, je dois être forte pour ma mère. Parce que c'est elle qui était partie avec moi. D'être forte pour ma mère. Parce qu'elle a suivi beaucoup de choses. Du moment où j'étais dans le coma, c'est elle qui était avec moi. Déjà, c'était trop difficile pour elle, pour accepter et tout. Et en ce moment, c'est 6 mois aussi, je me dis que
Je baisse les bras. Je baisse le bras, je continue à pleurnicher, j'ai peur. Alors nous tous, nous allons juste pleurer. Et personne ne pourra pas réconforter l'autre. Alors c'est par là que j'ai pris ce courage. Je dis que j'ai confessé. Des paroles positives. Des paroles positives. En tout cas, Marie-Eunice Mbala, c'est vraiment intéressant. Ton témoignage, en tout cas. Je sais qu'en privé, tu m'as expliqué plus que ça. Merci. Et là, nous allons foncer dans les genders. Gender que d'autres appellent genre, parité. Tu as fait des études aussi précises en Inde. Et de par ton témoignage, ton expérience, qu'est-ce que tu peux comprendre par gender, et spécialement en République démocratique du Congo? C'est ce qu'on appelle parité d'ailleurs chez les autres. Ouais, j'essaie un peu de comprendre. Malgré que jusqu'à présent, je ne comprends pas comment est-ce que ça fonctionne dans mon pays. Mais j'essaie un peu. Tu es au Congo? Oui. C'est ton pays, Oui. tu es congolaise. J'essaie un peu de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Dans mon pays, en fait, moi personnellement, je me dis que nous, les femmes qui sont au Congo, plusieurs femmes n'ont pas encore compris le sens de cette parité. Nous crions juste parité, parité, mais la majorité n'a pas compris le sens de cette parité-là. Donc c'est comme un slogan pour les autres, hein? Un slogan. Ouais. Vous allez m'excuser sur ces points-là, mais en tout cas... Non, sentez-vous libre. En tout cas... On a besoin de la matière, c'est le mois de la femme. En tout cas, plusieurs femmes font des choses au travers. Ils ne comprennent pas le vrai sens de ces mots. Certaines le comprennent, mais plusieurs ne le comprennent pas. Parce que, comment allez-vous m'expliquer? Je prends juste un exemple. Nous sommes femmes, tu es femme. Je te dis que non, la parité. Alors comme c'est la parité, tu pars travailler. Tu pars travailler. Toi, tu es marié. Tu commences à gagner $100. Ton mari de même aussi gagne les $100. C'est là, te monte sur la tête et te fait dire que je suis égale avec mon mari. Comme lui gagne $100, moi aussi je gagne $100, alors personne ne pourra dire quoi que ce soit à l'autre. Comme on le dit entre guillemets en lingala, mutute akonunga anini alexamuninga que yi aza amukolo quoi. Voilà. Nous tous, nous transpirons, nous tous, nous gagnons cela avec difficulté. Alors personne ne peut dire un mot à l'autre. Ce qui est faux. Alors à la place ça devait être comment? Ce qu'il faut, la parité qu'on nous demande, dans cette parité-là, ça ne demande pas qu'on puisse avoir une guerre d'esprit avec les hommes. Quelque part, nous devons reconnaître la valeur des hommes auprès de nous. Parce que sans des hommes, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne respectons pas ces hommes-là, si nous banalisons ces hommes, et dire que Azel est l'autre côté, ou bien je gagne plus que lui, alors il n'a plus de la valeur en fait. Il ne peut pas me dire un mot. Ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ouais. Parce que si nous rentrons dans la parole de Dieu, excusez-moi, je vais toujours... Non, sentez-vous libre. À rentrer dans la parole de Dieu. La plupart des Congolais sont croyants. Hein? Parce que chrétiens, musulmans, etc. Voilà. Parce que la Bible, c'est la source en fait pour moi. Ouais. Quand je rentre dans la parole de Dieu, nous rentrons sur le livre de Genèse. Quand Dieu avait créé Adam, il a créé Adam. Et après, il a jugé bon. Il a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va créer pour lui une aide semblable. Et cette aide semblable est sortie de la côte de l'homme. Maintenant, si nous, les femmes, nous ne voulons pas considérer les hommes là, comment est-ce qu'on peut se propulser sans pourtant avoir des hommes à nos côtés? C'est impossible. Nous sortons de leur côte. Donc, ce qui veut dire que nous devons obligatoirement avoir des hommes à côté de nous pour nous propulser à aller de l'avant. C'est étonnant quand même.
Mary Rose, tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, et puis vu les études que tu as faites, tu es propulsé. Et dans le domaine des contacts, les relationnels, je te connais, je sais que là tu boostes d'ailleurs, mais tu reconnais qu'au foyer, la femme doit respecter son homme, doit se soumettre à son mari. Ça, c'est spécial. Ça ne casse pas la formule scientifique de la parité, du gender, où on veut que les gens soient égaux, tout ça. Ça ne casse pas, évidemment, ça ne casse pas. Parce que quand on veut que les puissions être égaux, oui, nous allons être égaux avec le travail, mais jamais on peut être égaux avec la fonctionnalité de l'homme. On reste femme et lui, il reste homme. On peut pas être égal à chercher à être homme. Non, on ne peut pas. Il y a une limite quelque part. Bien sûr que l'homme est capable de faire beaucoup de choses. La femme aussi est capable de faire beaucoup de choses. Mais de son côté, l'homme aussi de son côté. Tous deux, on doit juste reconnaître la capacité de l'un et l'autre. Mais de ne pas piétiner l'autorité de l'un pour chercher à te faire valoir. Ça, non. Parce que même la parole de Dieu nous demande à la femme d'être soumise à l'homme quelque part. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a des femmes qui recherchent cette égalité-là au niveau de la société, mais qui, heureusement, ne fournissent pas beaucoup d'efforts. D'autres ne fournissent même pas d'efforts pour y arriver. À l'instar de ce qu'on voit, tout ça, nous, les pourcentages sont encore bas, au sens de parité, selon que la Constitution dit ceci. Mais Mary Rose, par exemple, mais oui, hein, qui a étudié et a poursuivi ses études en Inde, aujourd'hui dans les domaines de l'entrepreneuriat, aussi dans ce dont on va parler tout à l'heure là, coaching, coaching personnel, il y a un terme là. Personnel. Que devraient faire ces femmes-là qui exigent des postes, par exemple, qui exigent la parité, quand bien même elles ne fournissent pas d'efforts? Parce que c'est dans le domaine des coaching et de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai toujours dit que avant de pouvoir revendiquer quelque chose, avant de pouvoir crier, je ne sais pas, égalité ou quoi, il faut d'abord, étant nous-mêmes femmes, il faut d'abord qu'on puisse d'abord prendre le temps de nous poser la question. Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Quand tu comprendras un peu la raison pour laquelle Dieu t'a créé, tu vas comprendre que tu es utile dans la société. Tu n'as pas été créé pour que tu puisses seulement commencer à faire ce qu'on appelle en lingala sopeka. Donc tu es seulement là. Oui. Ou bien aussi, tu n'es pas là pour commencer à critiquer des gens. Parce que le quinois, nous sommes experts en ça. En tout cas, nous sommes experts en ça. En critique, nous sommes experts. En je ne sais pas quoi, de buzz, nous sommes experts. De distraction, nous sommes très très experts. Femme, cherche à comprendre pourquoi tu as été créée. Et si tu comprends cela, tu vas voir que tu as beaucoup de rôles à jouer, même dans ton pays, même dans ton foyer. Commençons par ton foyer. Tu te plains, tu fais seulement crier dehors, parité. Est-ce que dans ta maison, il y a la paix? Ou soit tu es celle qui, quand ton mari revient, tu es la première à crier sur lui. Tu n'as pas laissé l'argent pour ceci, tu n'as pas laissé l'argent pour cela. Tandis que tu es une femme. Tu veux toujours compter sur ton homme. Tu oublies qu'un jour, ton homme peut se fatiguer aussi. Tu oublies qu'un jour, ton homme peut aussi avoir une licence dans son travail. Tu oublies tout ça. Tu veux juste dépendre de l'homme. Ça, en tout cas, c'est un problème. La femme devait être complémentaire. Et pourtant, oui, la femme devait être complémentaire. Nous, les femmes, nous avons été créés pour être complémentaires de nos hommes. À part cela, nous avons aussi des rôles à jouer dans notre société. Dans notre société, nous avons des rôles à jouer. Cherche à comprendre pourquoi tu as été créé. Au travers de toi, plusieurs personnes aussi peuvent changer. Parce qu'ils vont se dire que,
Non, cette maman-là, en tout cas, après ça, on va conseiller à bien. Elle n'aime pas que je fasse Évidemment, ceci. Enis Mbala est dans les domaines de coaching aussi. Là, je sens déjà les coachings. Coaching de développement personnel, c'est ça? Yeah. Comment cela est venu? Tu as été initié en ça ou formé et puis tu t'es relancé pour commencer à former les autres? Je n'ai pas été initiée dans ces domaines-là de coaching. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de coachs. Je ne sais pas s'ils ont appris ça quelque part dans un centre ou quoi, ou soit par des études, de livres ou quoi que ce soit. Mais moi, je n'ai pas eu à apprendre cela. Moi, je peux dire que c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. C'est venu comment alors? De travers tout ce que je traversais dans ma vie. Par expérience. Ouais. Cela m'a appris à savoir comment est-ce que je dois me conduire ici, comment est-ce que je dois me conduire là-bas. Parce qu'on nous dit souvent que l'expérience, c'est ce qui nous donne un peu une vision claire là où nous partons. Si tu sais déjà que cette route ici, du boulot de la place telle, quand tu vas marcher, tu fais attention, en fait, que tu ne puisses pas te trébucher. Ouais. Mais une personne qui ne connaît pas lui, il va marcher sans pourtant savoir qu'il y a un trou ou pas. Et puis, il va tomber. Maintenant, celui qui a l'expérience, il doit montrer à ceux qui sont derrière que n'empruntez pas ces chemins-là. Empruntez tel chemin, ou soit faites comme ceci, comme cela, pour mieux savoir où est-ce que vous partez. Et moi, c'est l'expérience. Alors, les partenaires t'acceptent comme ça, puisque tu as été dans des forums, séminaires, d'autres ateliers. Il y a des structures aussi, je dirais, bien considérées dans notre pays, qui t'invitent, tout ça. Ils acceptent cette expérience-là, ils acceptent ces coachings-là. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien parce qu'il y a la matière. Je peux dire comme ça, il y a la matière. Cette matière-là... Votre témoignage m'inspire beaucoup de choses. Oui, ça inspire beaucoup de choses. Avant que ça inspire les autres, moi-même d'abord ça m'inspire. Parce que je me dis, ici je suis passée par là, il y a beaucoup de choses que ça m'apprend. Chaque jour quand je revois ou je réentends mon histoire, je me dis, waouh, c'est moi qui a fait c'est moi qui est passé par là. Ça m'encourage, ça me réconforte et ça me donne de nouvelles visions sur des choses que je suis en train de faire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me font confiance, qui viennent chez moi pour demander de mes conseils. Même, je peux dire, même des couples. Il y a même des couples qui viennent me consulter. Déjà? Qui viennent me consulter pour avoir de mes conseils et tout. Et que je suis en train d'encadrer aussi. Je vais mollo. Et je commence même à avoir une idée de pourquoi ne pas ouvrir un centre, ouvrir un cabinet sur le coaching de vie. Parce qu'après, je me dis, il y a déjà des gens qui sont dans des coaching vie et tout, ils sont beaucoup plus expérimentés et tout. Mais après, je me dis que non, tout doit commencer par zéro. Et puis voilà. Donc, si eux l'ont fait, c'est que moi aussi, je suis capable de le faire. Alors, coaching de développement personnel. J'ai été plusieurs fois voir Marie-Eunice, Mary Rose, chez elle. Je l'ai vu aussi en action dans une, je dirais, activité. Écoutez, c'est vraiment une coach, si on peut appeler ça comme ça. J'ai vu son expérience. Je peux dire que j'ai entendu son expérience, j'ai vécu ça. Là, j'ai fait confiance. Alors, puisque nous tendons vers la fin de cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir dans les domaines de la clé de réussite à travers, bien sûr, ton expérience et les vécus que tu traverses, je dirais, de la maladie qui est passée, aujourd'hui en pleine guérison, bien qu'on peut dire évolutive, c'est normal. Aussi avec l'entourage que tu as, tes voyages, tout ça, et ton domaine privé et ton domaine de business, parce que je sais que tu es aussi une femme business. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, Eunice Mbala? Bon, ça fait beaucoup de choses, il faut dire à la fois, mais bon. Heureusement que tu es une coach, hein? Je commence quelque part. Premièrement,
La clé de la réussite, Mhm. la clé de la réussite, c'est la discipline. La clé de la réussite, c'est la discipline. Et aussi, ne pas abandonner. Parce que si nous commençons à abandonner, alors nous n'allons rien faire. Apprenons à savoir ce que nous voulons. Et puis, focalisons-nous sur ça en mettant toutes les disciplines dedans. Aujourd'hui, je pense que vous avez entendu, M. Clément l'a dit, si aujourd'hui je suis en train de voler avec mes business, c'est pas pour vous dire que tout est rose, non. Il y a même des fois où tu sens que tu as envie d'abandonner, mais tu te dis que si j'abandonne, alors ces projets ne verront pas son jour. Alors pour ça, je dois continuer, je dois percer. Et je me relève, je continue. Malgré que mon entourage, mon milieu, il y a de ceux qui disent, qui parlent. Ceux qui disent qu'ils parlent, qui disent que non, mais c'est une femme qui dépend des gens et tout pour se déplacer et tout et tout. Oui, certes, mais cela n'est pas une de mes faiblesses. Avant, peut-être, au début, je le dis, c'était peut-être une petite barrière. Mais du jour au lendemain, j'ai brisé cette glace-là. Je l'ai brisée. Et aujourd'hui, vous pouvez me demander à des gens qui travaillent pour moi, ils vous diront, notre patronne, elle est déterminée. Quand elle dit quelque chose, elle aime faire un suivi sur ça. Parce que je m'en fous. Si toi, tu vas rester là pour te moquer de moi, pour dire que non, en plus, Azabouéboué. Toi, tu parles, moi, j'avance. Tu te moques et tout, mais moi, j'avance. Il y a des gens qui sont sous ma responsabilité. Et cette discipline-là m'aide à progresser. Cette discipline-là m'aide à pouvoir fermer les oreilles et avancer. Et si vous apprenez à faire cela, ça serait une très bonne chose. Alors, merci, fidèles téléspectateurs. En tout cas, un conseil de pro. Et je vais lire juste en quelques lignes ces témoignages. Il y a les pasteurs, les docteurs Pierre Fouelot, lorsque dans ma blouse de médecin en salle de réanimation, j'ai prié et imposé mes mains à Eunice. J'ai déclaré: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que Jésus-Christ soit glorifié par elle. Les larmes aux yeux. C'était toujours la lutte interne à moi entre mes connaissances de médecine au vide tableau clinique et ma foi au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vois au travers Eunice la gloire de Dieu, docteur Pierre Feuilleux. Je vais finir avec ces quelques lignes. J'ai béni le Seigneur pour la guérison de ma fille Eunice Mbala. Je la connais depuis plus de 20 ans. Une fille très souriante, très polie, servant de Dieu et surtout appliquée dans tout ce qu'elle entreprend. En 2010, étant en tête ça, c'est Madame Laura Kabongo. Vous comprenez que nous sommes tenus par les temps, mais j'ai eu à comprendre ces témoignages, ces livres-là, ces documents-là, des témoignages. Voilà, nous avons parlé de gender et partant du témoignage de Eunice Mbala Mujinga, qui nous a vraiment édifié en ces mois de la femme. À la prochaine opportunité, bonsoir.